nome é Agatha Takia e essa é uma conversa que faz parte da websérie Entrevistas Interdisciplinaridade na Arquitetura. E hoje, Priscila Gomes, curadora do Instituto Tomiotaki, Diego Mauro, curador assistente do Instituto Tomiotaki, vão conversar com Christophe Rutan sobre interdisciplinaridade, habitação e participação. Essa entrevista, ela faz parte das ações educativas da 8ª edição do Prêmio de Arquitetura Instituto Tomiotaki AkzoNobel, que visam o debate e a discussão de temas relevantes da arquitetura contemporânea. Eu agradeço à patrocinadora do Prêmio AkzoNobel e aos apoiadores dessa ação, o Consulado da França em São Paulo e a AFEX, Associação de Exportação de Arquitetos Franceses. O Instituto Tomiotaki, dentro da sua programação, é uma instituição cultural voltada a artes visuais, mas já tem na sua história uma série de exposições dedicadas a arquitetos, como Sanaa, Álvaro Siza, e uma série de eventos ligados à formação, não só de jovens arquitetos, mas também de reflexão sobre o cenário contemporâneo da arquitetura. Então, muito recentemente, a gente teve um seminário norteado pela explanação do Eduardo Souto de Moura, acerca da produção portuguesa da arquitetura, em relação às similaridades com a produção brasileira, e aí essa nova ação, tentando estabelecer de novo um paralelo entre produções e trazer para o público brasileiro um pouco da prática e a rotina dos escritórios franceses, está norteada pela ideia da interdisciplinaridade. Esse norte para a gente traz de imediato uma possibilidade de especular sobre como se dá a relação no escritório entre profissionais de diferentes áreas e como se dá também, dentro da elaboração do projeto, diferentes instâncias de diálogo com disciplinas e graus de problematização muito grandes, pensando até em projetos urbanos, questões que envolvem sustentabilidade e compromissos ambientais. Então, a gente tem trazido, já agora essa é mais uma conversa, né, a terceira conversa, e os projetos que têm sido pontuados trazem muitas novidades, não só no aspecto de ter especificidades bastante distintas do que é a produção local, mas também enquanto prática cotidiana, acerca da tomada de decisão, e aí é um pouco a partir desse recorte que as perguntas que a gente elaborou vão tentar se pautar e trazer um pouco da sua produção. Então, de imediato, eu queria trazer para o público um pouco de onde vem, né, esse seu envolvimento, um pouco uma genealogia do seu trabalho na arquitetura. E aí eu falo um pouco de antemão de algo que chama muito atenção quando a gente entra em contato com o seu trabalho, que é o lema observar mais e construir menos, que é tomado de empréstimo do arquiteto paisagista Gilles Clermont. Essa afirmação seguramente tem implicações na prática do seu escritório, no tempo de desenvolvimento dos projetos. Eu te pergunto se você poderia nos falar um pouco sobre o que há de comum no processo de projetação das suas obras, né? Como que esse lema é aplicado cotidianamente? Dans les travaux que nous présentons à la Biennale de Venise et dans la démarche d'architecture que nous engageons ici avec mon équipe, nous considérons que la précision est peut-être l'entrée première pour tout projet d'architecture, c'est-à-dire avoir un niveau de connaissance sur les sujets et les contextes, et sur les gens avec qui l'on travaille, qui soit le plus élevé possible, afin d'avoir un niveau d'expertise et de connaissance de la complexité de l'objet sur lequel on doit travailler, qui soit très élevé. Donc pour ça, nous travaillons au plus près des personnes, nous engageons des relations interpersonnelles avec les gens dans les différents contextes. Nous avons documenté des travaux que nous menons en Afrique du Sud, par exemple, dans le township de Soweto. Nous travaillons aussi dans des quartiers de logements sociaux des années 1960 à Bordeaux. Et nous travaillons aussi à côté de Bordeaux actuellement sur une ancienne cité d'urgence
pour des gens qui étaient de retour des colonies au moment de la décolonisation. Donc, ce sont des gens qui étaient dans un habitat temporaire et en fait, ils sont depuis 50 ans dans cet habitat temporaire et ils l'ont, au quotidien, ils l'ont transformé, ils l'ont rendu meilleur, ils l'ont rendu plus confortable et ils ont fait en sorte aussi que ça puisse correspondre à leur projet de vie. Et donc, nous, je vais partir de cet exemple, si vous voulez bien, pour revenir, pour répondre précisément à votre question. Comment cette observation se met en place dans ce quartier de Mérignac-Beutre sur lequel nous travaillons, 93 maisons. Et donc, il y a 93 familles qui habitent là et une maison était vacante. Donc, mon équipe de conception travaille, on a ouvert un bureau dans cette maison. Et depuis 1 an et demi, donc, nous habitons ce quartier pour être au plus près de la situation et de la façon dont les gens vivent dans ce quartier. Et nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs, de pratiques, de rencontres entre des gens très experts, très scientifiques sur des sujets comme par exemple la production de jardins potagers, la production alimentaire. Donc, on travaille sur des expériences de ce type où en fait, on invite des gens très compétents sur ces sujets qui organisent un petit peu comme des formations ou qui développent les projets dans le quartier pour développer toute la partie de maraîchage et de production alimentaire. Et puis, nous travaillons sur l'état des maisons. Nous avons aussi un chapiteau dans lequel nous organisons les réunions publiques. Et donc, nous avons tout un tas d'outils de diagnostic que je ne vais pas développer parce que sinon, on y passerait tout le week-end jusqu'à dimanche. Voilà un petit peu les classements de maisons que l'on peut traiter. En fait, nous considérons les 93 maisons comme étant un projet en soi. Chaque maison est un projet. Et puisqu'en fait, depuis 50 ans, les gens, au quotidien, transforment leur architecture, la rendent plus efficace. Quand ils ont des enfants, ils sont obligés de faire des extensions. Il faut, voilà, les typologies standards ne fonctionnent plus. Et donc, ce mouvement permanent opéré par les habitants, nous considérons que la participation des habitants dans le projet, elle existe, elle est à l'œuvre depuis 50 ans déjà. Donc, le projet, en fait, il a commencé il y a très longtemps et on considère, nous, architectes, qu'on intervient dans un work in progress, dans un temps beaucoup plus long, pour accompagner les gens en apportant notre compétence pour essayer de faire monter certains sujets sur le confort, sur l'accès à la lumière, le rapport au climat, la performance énergétique aussi, puisque les gens ont des très grosses factures d'énergie. Il y a donc des situations qui sont dégradées qu'il faut réparer. Et puis, il y a des choses qui vont très bien, parce qu'on regarde toujours ce qui va mal dans l'architecture, et il faut regarder ce qui va bien aussi. Et ce qui va bien, on essaie d'apporter de la compétence pour aller encore plus loin, le faire monter. Donc voilà. Et donc la connaissance que l'on a de l'action des gens et de leurs besoins, de leur rapport à leur projet de vie, à la situation dans laquelle ils habitent, nous permet d'avoir des réponses extrêmement précises et très économes de moyens. C'est pour ça que plus l'observation, plus la connaissance est élevée, moins elle devrait engager de travaux, de nuisances et de problèmes, mais plutôt comment elle pourrait, de façon très ponctuelle et très précise, apporter des améliorations dont les gens auront le bénéfice directement. A sua relação com a arquitetura passa por essa ideia de movimento, né? Da importância do improviso, da flexibilidade, da apropriação dos usuários, da transformação do espaço construído. Eu imagino que isso tem implicações nos meios de representação, né, que a gente usa tradicionalmente na arquitetura, né? Então, essa pergunta é um pouco no sentido de entender quais são os meios de representação que o seu escritório costuma utilizar mais, quais são as possíveis adaptações, né, que têm que ser feitas diante de etapas tradicionais da arquitetura, né, como anteprojeto, projeto executivo, enfim. Imagino que alguns instrumentos tradicionais da arquitetura entrem meio em colapso, digamos, diante da valorização do processo, né? Habiter est une action. Donc les gens agissent sur leur habitat, sur leur architecture tous les jours. Ce mouvement, dans les documents classiques de l'architecture et dans les processus de conception, on utilise des documents assez académiques, assez classiques et qui sont finalement très statiques, qui ne racontent pas l'usage, la vie et le mouvement dans l'architecture. Je voudrais vous dire d'ailleurs que pour cela, à la Biennale de Venise, l'exposition que nous proposons pour le pavillon français, qui s'appelle Les communautés à l'œuvre, est basée sur des films triptyques, qui sont des films de 12 mètres, ce sont des films immersifs, avec des travelling de cinéma à l'intérieur des logements, de l'architecture. Tout ce que je vous parle, par exemple à Mérignac, nous traversons les maisons avec des travelling et les visiteurs du pavillon à la Biennale peuvent donc avoir cette expérience de l'architecture en étant à l'intérieur, de comprendre comment les gens vivent et quels sont les processus que l'on engage. Donc c'est vrai que la vidéo
est un outil que nous utilisons beaucoup pour documenter justement l'action, les processus de transformation. Et puis, sur le projet de Butter, nous avons dû aussi inventer vous avez raison, une mise en forme de notre travail pour pouvoir documenter ces processus. Alors, nous appelons les documents que nous produisons, nous les appelons diagrammes. Ces diagrammes, ils sont très ouverts. Vous avez fait le parallèle avec l'improvisation avec la musique. Je renvoie souvent à la partition ouverte de John Cage ou à ce que tout le mouvement du jazz a apporté au XXe siècle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut écrire une partition ouverte, une grille sur une structure très simple pour qu'ensuite la performance du musicien pour que le musicien puisse avoir un espace de création dans ce processus. C'est-à-dire que tout n'est pas déterminé au préalable. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est-à-dire avoir une approche diagrammatique. C'est un peu ce que je montre ici. Je m'excuse, je ne pourrai pas tout expliquer, mais vous comprenez bien qu'il y a une prise en compte de l'état des maisons et en fait, de ce qui les différencie. Comment est-ce que l'hétérogénéité des maisons, de chaque famille, peut être une ressource et peut être intégrée dans les processus de fabrication des plans et de l'architecture. Donc, cette approche diagrammatique, ensuite, elle se traduit par la documentation, par exemple sur une maison ici, de tout ce que les gens ont fait depuis 50 ans. C'est-à-dire une deuxième maison, un grand jardin sur l'espace public, voilà, une appropriation très élevée qui en fait relève de la performance de l'habitant. Et donc ce qu'on cherche à faire, c'est la rencontre entre la compétence de l'architecture et la performance des habitants. Un peu comme ce mouvement a existé au XXe siècle en musique, je l'ai dit, avec le jazz improvisé, et notamment la partition ouverte de John Cage. Et c'est vrai que je crois que ce mouvement en architecture, on ne l'a pas fait. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait justement que l'action des habitants, des communautés sur les ensembles construits puisse finalement améliorer les projets ou être une ressource dans leur projet. Pour conclure la réponse, je dirais que souvent, ce qu'on appelle la participation des habitants, qui pour moi est toujours problématique parce que je ne sais pas comment ça pourrait être autrement, ça me paraît assez paradoxal. Je dois dire que la participation, pour moi, elle est préalable au projet d'architecture. Elle est une ressource du projet. Elle n'est pas la conséquence de l'idée de l'architecte ou du projet. Elle doit vraiment être préalable. C'est-à-dire la prise en compte de la complexité, de la façon dont les gens vivent dans chaque situation. C'est ça qui permet peut-être d'avoir une efficience et d'aller chercher des choses très précises et très spécifiques qui permet que les gens puissent avoir un bénéfice de l'architecture. Eu gostaria de abordar um pouco mais a proposta realizada para o pavilhão francês em resposta ao desafio desse ano sobre o como viver junto, né? Dentro dessa proposta, desse desafio, a sua resposta parece colocar em patamares mais horizontais a relação entre arquitetos e comunidades. E a palavra final acaba sendo da comunidade em ter a capacidade de alterar no dia a dia o espaço construído, de acordo com as suas práticas. Você qualifica a proposta como otimista. Eu vou até abrir uma aspas para algumas das passagens do texto. Uma visão otimista de um mundo onde as comunidades atuam diretamente em seus espaços de vida e na vida cotidiana. Você poderia nos falar um pouco onde reside o otimismo da proposta? Porque parece que há um campo de debate mais amplo aqui, que é devolver a centralidade do morador e do usuário como uma contraposição a uma tese que você parece já ter colocado nessa última resposta, de colocar à frente a uma tendência contemporânea já verificada. Há um poder dedicado a esse morador e esse usuário. À Venise, le thème général de la Biennale de Venise, c'est comment vivrons-nous ensemble au futur. Et ce que j'ai souhaité faire, c'est questionner le présent, l'état des choses, l'état du monde, pour savoir quels sont les éléments de réponse que le présent, que l'actualité, que les gens à l'œuvre au quotidien, quels éléments de réponse ils portent déjà en eux, peut-être pour un meilleur futur. Alors d'abord, ce que je fais, c'est que je fais le constat que peut-être il y a dans les procédures de fabrication de l'architecture et de l'urbanisme, il y a peut-être un petit peu il y a un déficit de démocratie de mon point de vue. C'est-à-dire que très souvent,
les gens sont consultés pour des projets, une fois que le projet est complètement terminé. Et finalement, on se rend compte que souvent les projets ne fonctionnent pas très bien par rapport aux attendus ou à la façon dont les gens habitent. Alors, pourquoi je dis que c'est un regard optimiste et joyeux? Parce que dans la vie, dans la vie qui est à l'œuvre, dans l'action des gens au quotidien, il y a effectivement de la joie parce qu'il y a du désir. Le désir d'écrire son projet de vie dans une architecture, dans un environnement construit. Et moi, je crois qu'une architecture, si elle arrive à allier les deux choses, c'est-à-dire un objet construit et son projet de vie, c'est-à-dire toute la dimension humaine, anthropologique, je dirais, eh bien, lorsque le projet d'architecture permet la rencontre de ces deux choses, la situation est toujours plus joyeuse et plus optimiste parce qu'elle réouvre des possibles et du désir pour l'habitant d'écrire son histoire dans son logement. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qu'on voit à l'œuvre dans différentes communautés. Et c'est pour ça qu'à Venise, j'ai voulu documenter différentes situations dans le monde pour montrer que finalement, habiter, c'est quelque chose d'universel, c'est un droit naturel et que chaque communauté, chaque culture dans le monde, de façon très différente, très, très diversifiée, répond à ces enjeux universels de façon de façon très singulière, en lien avec sa culture, son climat, son histoire, sa situation. Et donc, c'est ça que j'ai voulu regarder. Et de mettre ces situations en miroir permet aussi au public de construire un point de vue critique sur cette chose-là. Et parfois, moi, je suis un exemple de cela. Je dis souvent, lorsque j'étais très jeune, j'ai habité à Soweto en 1994, au moment de l'élection de Mandela, qui a toujours un œil sur moi. J'ai travaillé pour construire le week-end. Je construisais des maisons en quelques heures avec les gens qui se mariaient dans mon quartier. Et c'est quelque chose qui m'a bouleversé et qui m'a probablement amené à l'architecture. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une expérience joyeuse de construire son projet de vie. Je pense que vous en avez tous fait l'expérience. Je ne sais pas dans quelles conditions où est-ce que vous habitez, mais je suis sûr que vous avez un certain nombre d'actions sur votre habitat pour le rendre plus en lien avec votre projet de vie. Donc à Venise, nous avons documenté le projet que nous avons fait avec l'Hackathon Vassal à Bordeaux, la transformation de 530 appartements. Nous avons proposé des grands espaces qui sont indéterminés sur le plan fonctionnel, qui permettent à la vie des gens dans les appartements. Le chantier s'est fait en site occupé. Et donc, la vie qui était présente dans cet immeuble a pu s'étendre un petit peu, a pu gagner de l'espace, de la place. On est plus à l'aise, on est mieux chez soi. Et donc, il y a la possibilité d'accueillir du désir et des projections pour ses habitants. Je me suis rendu compte que dans la ville d'Hanoï, la périphérie, la première couronne de Hanoï, en fait, ce sont des immeubles collectifs aussi de hauteur. Et depuis 40 ans, les gens ont rajouté des chambres sur la façade de façon individuelle. Donc, en fait, ils ont fait la même chose que ce que nous avons fait à Bordeaux, mais ils l'ont fait à l'échelle individuelle, alors que nous l'avons fait de façon institutionnelle, presque industrielle, vu la dimension, 530 logements. Et là, ça s'est fait dans un contexte politique, économique très différent. Et donc, de regarder ces deux situations permet aussi elles se renseignent l'une de l'autre. Et peut-être que les échanges interculturels, comme ça, permettent aussi d'apprendre les uns des autres, d'initiatives et de retours d'expérience toujours intéressants. Ensuite, je documente aussi des travaux que nous avons menés à Soweto, qui sont assez expérimentaux aussi, où nous faisons des chantiers avec des communautés pendant plusieurs semaines, un petit peu comme en mode improvisation, comme on peut le faire en musique, lorsqu'on on fait des rencontres entre musiciens. Et donc, on apporte notre compétence dans une œuvre collective qui ne s'arrête pas à notre présence, qui ne démarre pas à notre présence. C'est quelque chose qui est en cours et on s'inscrit dans un temps très court, dans une histoire qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus grande. Voilà, et puis il y a un exemple aussi d'un espace public à Détroit que nous avons fait avec une communauté dans la ville de Détroit aux États-Unis. Et nous avons également le projet de Mérignac dont je vous ai parlé, qui est documenté aussi. A gente mencionou a existência do pavilhão francês nessa Bienal de Arquitetura em Veneza, mas e também o tema e quais os projetos você tem procurado mostrar, mas não contamos um pouco da genealogia desse convite, né? Quando se deu o convite para que você fizesse a curadoria, como foi a escolha do tema e que tipo de equipe você optou
para contar em termos de colaboração, para que esse discurso que você, esse argumento que você está mostrando através dos projetos, ganhasse forma numa exposição? Le mode de sélection du commissaire pour le pavillon français, ici en France, c'est un appel à projet. C'est une sorte de compétition ouverte où on doit faire une proposition en lien avec le thème général de la Biennale. Et donc, en 2019, j'avais proposé ce projet que j'ai nommé les communautés à l'œuvre pour raconter un petit peu, pour raconter la vie de ces différentes communautés, savoir quelle était la relation entre l'architecture et les habitants dans les 8 cas que j'ai étudiés. Donc ça, c'était en 2019. On devait ouvrir en 2020. Il y a eu, avec la crise sanitaire, les confinements ici en Europe que nous avons eu très tôt. On a repoussé, la Biennale a repoussé au mois d'août, et puis après, ça a été repoussé à mai 2021. Donc l'exposition est ouverte depuis maintenant un mois. Pour constituer cette exposition, je vous l'ai dit, j'ai fait le choix de faire une exposition très audiovisuelle. Je présente des grands films immersifs de 12 mètres. Donc je me suis associé avec une société de production audiovisuelle qui fait des films sur les océans, sur la vie sous-marine, sur le pôle Nord, qui fait des documentaires un petit peu comme ça sur la géographie, sur différents thèmes. Et donc, je m'étais dit que s'il savait raconter la vie sous-marine, il devrait arriver à raconter la vie des communautés à l'œuvre avec moi pour pouvoir capter, avoir les moyens audiovisuels et techniques de pouvoir aller saisir ce qui m'intéresse dans les situations que j'ai documentées. Donc, j'ai réalisé les films avec cette société de production. Et puis ensuite, nous avons constitué une équipe avec des compétences très précises sur la fabrication de l'exposition. Et nous avons dû justement improviser énormément. Donc, je voudrais vous donner 2 anecdotes. La première, c'est sur la production des films, sur les tournages. Et ensuite, je donnerai une autre anecdote sur la fabrication de l'exposition. Nous devions aller faire des films dans l'ensemble des cas de l'exposition. Et nous avons été au Vietnam, nous sommes arrivés, le pays était confiné en février 2020. En France, il n'y avait pas de sujet de coronavirus et au Vietnam, c'était déjà en confinement. Donc, on a dû filmer un petit peu dans ce contexte un peu étrange. Et puis ensuite, on est rentré, on est parti en Afrique du Sud. On a eu aussi, on est parti avec le dernier avion d'Afrique du Sud juste au moment du confinement. Et après, lorsque nous avons dû aller à Détroit, nous n'avons pas pu, les frontières américaines étaient fermées. Nous n'avons pas pu aller à Détroit. Et donc, en fait, pour faire ces films, nous avons mis en place un protocole audiovisuel pour documenter les situations. L'écran central, c'est un travelling de cinéma qui avance dans les logements, dans les situations d'architecture. À gauche, on a des scènes de la vie quotidienne. À droite, on a les images du processus de transformation que l'on a engagé avec les gens. Et donc, en fait, pour Détroit, nous avons loué aux États-Unis le même matériel, la même caméra, le même micro, le même optique, tout le même setup matériel a été loué à Détroit. Et j'ai demandé à la communauté de faire le film elle-même. Et donc, on a été finalement les problèmes auxquels on a fait face nous ont fait aller plus loin dans l'exposition, puisque au final, le film est fait par les habitants de la communauté eux-mêmes. C'est eux qui racontent leur histoire et qui ont produit les médias pour faire le récit de ce qu'ils engagent et de leur rapport à l'architecture. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier parce que c'était pas évident. Et en fait, il a fallu faire confiance aux gens. Et en fait, quand on fait confiance aux gens, c'est pour ça que je suis optimiste et joyeux. Quand on fait confiance aux gens, eh ben, ça marche. Et le film, c'est probablement le film le plus réussi de l'exposition, c'est celui-là, puisqu'on a été au bout de la proposition. Une deuxième anecdote sur la production de l'exposition, c'est assez paradoxal pour moi de dire qu'on va aller à Venise parler de développement durable et de construire des expositions que l'on met à la poubelle au bout de 6 mois. Donc, en fait, le fait de montrer des films aussi me permet d'avoir une dimension très immatérielle dans le projet. J'ai aussi été à la Biennale d'Art en 2019, parce que j'ai été nommé pour faire le projet. Je suis allé voir la Biennale d'Art. Et il se trouve que le pavillon japonais, le monde est petit, le pavillon japonais avait une scénographie très très belle avec des grands écrans pour des projections et des vidéoprojecteurs. Et en fait, j'ai discuté avec eux et ce matériel, cette scénographie devait allait être jetée. Et donc, en fait, je l'ai récupéré dans le pavillon français et tout ce que j'ai fabriqué dans l'exposition a été fait en démontage, remontage, en recyclage de la scénographie du pavillon japonais. Donc, vous voyez, j'ai déjà un lien très fort avec le Japon. Et
Voilà, donc ça, c'est des initiatives aussi qu'on a souhaité pousser pour réfléchir à quel sens on donnait aussi à cette exposition. Et après, bien sûr, nous avons, avec une petite équipe, géré la production de l'exposition à Venise pendant le confinement, etc. On a dû louer des bateaux, on a dû vraiment faire de preuve de beaucoup d'improvisation, mais c'était une belle aventure. A gente tem uma parcela significativa da nossa arquitetura das nossas cidades, né, feitas através da autoconstrução. Então está sendo muito interessante você compartilhar um pouco dessa dimensão do improviso também do arquiteto, enfim. Eu queria aproveitar para perguntar um pouco mais a respeito da requalificação dos 3 edifícios modernistas em Bordeaux, né? Que no caso foi na Cité do Grand Parc, né, que é um bairro, e o projeto, enfim, o projeto que vocês fizeram, né, juntamente com Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal e Frédéric Drouot, né, teve bastante visibilidade, reconhecimento, né, por uma série de fatores. E aí, para a gente começar a falar, porque acho que isso dá bastante pano para manga, mas para a gente começar a entender um pouco isso, né, como se deu essa atuação conjunta, né, com os outros escritórios, né? Nous travaillons ensemble depuis très longtemps. Nous sommes amis, nous avons un grand lien d'amitié et nous partageons beaucoup de principes sur l'architecture. Moi, je suis un petit peu plus jeune, donc j'ai beaucoup appris aussi à travailler avec eux. Et nous avions, il y a 2010, quelque chose comme ça, en 2010, oui, je pense, nous avions fait une étude urbaine à Bordeaux qui s'appelait 50 000 logements. En fait, cette étude urbaine questionnait la construction d'un tramway de transport public. Et la question qui nous était posée, c'était comment est-ce qu'on peut, en lien avec les infrastructures de la ville, comment est-ce qu'on peut construire 50 000 logements nouveaux, abordables, dans notre ville. Et donc, nous étions partis du postulat que d'abord, il fallait arrêter de démolir les immeubles existants, puisqu'en France, on a cette culture, on démolit beaucoup. Et on démolit des bâtiments qui ont fait le travail pendant 50 ans, ils ont logé des familles, et puis aujourd'hui, de ce coup, on les rase, on déplace tout le monde, on perd ses voisins, on perd complètement son cadre de vie. Et je trouve ça assez brutal, assez violent. Et donc, Anne et Jean-Philippe et Frédéric avaient pas mal travaillé là-dessus déjà sur Paris. Et puis à Bordeaux, on a développé donc cette stratégie de dire qu'on pouvait, en même temps que l'on faisait des logements neufs, sur des ensembles existants, on pouvait réparer ce qui était dégradé ou le patrimoine qui était existant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on proposait de rénover des immeubles et à côté, quand c'était possible, de rajouter des logements neufs. L'idée, c'était de ne pas démolir, c'était d'avoir le fait que les investissements publics puissent bénéficier à l'ensemble de la ville et non pas seulement à des quartiers nouveaux ou à des développements nouveaux. Ça permettait de redistribuer un petit peu l'effort de transformation de la ville, quoi. Et donc, nous avions fait beaucoup d'études de cas et de stratégies urbaines d'architecturales sur la transformation de l'existant, en prenant en compte les réseaux, les voiries, et dire que finalement, ce n'était pas la peine d'ouvrir des nouveaux terrains, que la ville, elle portait en elle une capacité de transformation très importante. Et puis après est arrivé le concours sur ces 3 immeubles à Bordeaux, au Grand Parc, que vous avez cité, et ces 3 immeubles devaient être démolis. Et ces 530 logements de 15 étages sont ce qu'on appelle des bars. Et donc, il y a 530 familles qui vivent là. Et donc, effectivement, quand on le regarde de l'extérieur, quand on le regarde avec une vision un peu lointaine, comme quand on fait de l'urbanisme ou en plan masse, on considère que c'est une grande masse inerte. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on visite les logements. Donc, on rencontre les gens qui habitent à l'intérieur. Et en fait, je dois vous dire que ces logements-là, ce qui est incroyable, c'est que on peut qualifier cet ensemble de bars, d'immeubles, mais c'est 530 familles, c'est 530 mondes différents, et merveilleux, incroyables. Et donc, on a fait un travail photographique, on a photographié tous les appartements. Et en fait, c'est d'une richesse incroyable. Et donc, on est parti de là et on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire des très beaux logements en partant de ce point de départ et en respectant l'histoire des gens dans leur immeuble. Donc, ça veut dire que le projet devait se faire en site occupé, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas déplacer les gens pour faire les travaux, puisque c'est leur appartement, il est hors de question qu'ils le quittent, sinon c'est pas évident qu'ils reviennent. Et puis, ils ont beaucoup travaillé pendant 40 ans pour améliorer, pour décorer, pour embellir leur appartement, donc il fallait respecter ça. Et donc, nous avons proposé une structure qui a été construite par l'extérieur. Ce sont des planchers d'une profondeur de 4 mètres
qui permettent d'augmenter la surface des appartements. Certains appartements ont une surface de plancher qui est doublée. Et voilà, et donc ce sont des espaces en plus qui permettent aussi une régulation thermique, un rapport avec le climat très fin et très intime. On a beaucoup d'ouvrants, des rideaux, des ombrages, on peut ventiler, on peut faire beaucoup de choses. Et par exemple, dans ce projet aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'habitant est vraiment l'opérateur du confort de son logement, quoi. C'est pas des produits industriels qui vont régler pour les personnes la température, les ouvertures, etc. On a vraiment la main sur la régulation de son appartement. Et donc, il y a une forme d'économie de moyens aussi là-dedans et qui est fondée toujours sur un contrat de confiance avec les habitants, puisqu'ils sont les experts de leur habitat, n'est-ce pas? Ils sont sûrement les plus à même pour le réguler, le rendre plus confortable et plus efficace sur le plan énergétique. En tout cas, sur l'usage, on en a eu la démonstration. On voit bien que les 530 appartements différents se sont exprimés aussi dans les jardins d'hiver, dans les extensions. Et la vie s'est installée. Elle a pris sa place, elle a pris ses aises. Et c'est ça qui est intéressant dans le projet. Donc voilà, donc c'est Anne, Jean-Philippe et Frédéric sont des partenaires de travail, des compagnons de route depuis très longtemps. Et on partage beaucoup de valeurs sur l'architecture, sur la façon de la faire. On avait travaillé un petit peu en Afrique du Sud aussi ensemble sur ces thématiques-là, sur les immeubles de Johannesburg. Você menciona que essa intervenção se dá num edifício modernista que já, pelo estado de conservação, estava fadado à demolição e que houve uma solução que ressignificasse aquele legado arquitetônico. Eu tenho dois aspectos que eu gostaria que você nos elucidasse. Qual foi a escolha para adotar a varanda como uma forma de ressignificação dessa arquitetura? E a outra questão é em relação à preocupação social, porque a intervenção acabou acarretando que os inquilinos não tivessem um aumento do custeio, né, no valor de locação do imóvel. Então, dentro dessa tomada de decisão, se a questão do encarecimento e dos custos para aqueles que já estavam residindo no local foi levantado como uma variável para a escolha da solução arquitetônica adotada. Effectivement, le projet, il s'adresse à ses habitants, aux gens qui sont dans les appartements, dans l'immeuble. Donc, la population de ces immeubles, elle paye des loyers depuis très longtemps et elle a une capacité financière ou une capacité d'effort sur le plan des loyers qui est très limitée. Donc, effectivement, la modification du loyer aurait probablement modifié la population de ces immeubles. Donc, c'était un souhait dès le départ avec le bailleur, vraiment une contrainte importante de se dire nous devons absolument faire ce projet sans augmenter les loyers. Donc, le moyen de faire cela, c'est que les extensions qui ont été réalisées en France, les montants des loyers des appartements est calculé en fonction de la surface habitable. Et les extensions que nous avons réalisées ne rentrent pas dans le calcul de la surface habitable, puisque nous les avons abordés comme étant des espaces qui contribuent à la performance énergétique. Voilà, au lieu d'avoir, par exemple, un isolant sur la façade de 30 cm, eh bien, vous avez une lame d'air de 3 mètres et en fait, cet isolant, vous pouvez circuler à l'intérieur, mettre du mobilier et vivre à l'intérieur, quoi. Donc, c'est un espace entre deux, entre l'extérieur et l'intérieur, qui permet de réguler le logement. Et donc, on l'a vraiment décrit comme un dispositif technique de performance énergétique qui fait que sur le plan juridique, il ne rebascule pas dans le calcul de la surface habitable. Voilà, c'est un point important puisque c'est ça qui a permis de maintenir les loyers. Voilà, donc c'était pour aussi être en accord avec le taux d'effort des locataires de ces immeubles, puisque voilà, il faut absolument, si on dit que le projet il est fait pour eux, à la sortie, il faut qu'ils puissent l'habiter dans les mêmes conditions qu'ils l'habitaient avant. Donc il faut saluer le bailleur et puis les pouvoirs publics qui ont pu, je pense, qui ont contribué aussi à ce que ça puisse se faire dans ces conditions. Eu gostaria de trazer aqui, Christophe, alguns temas, algumas discussões dos anos que foram muito presentes nos anos 60 e 70, que parecem dialogar com a sua preocupação, né, com relação à participação do morador no projeto arquitetônico, né? Por exemplo, você mencionou aqui, né, numa entrevista que projetar uma casa até o último detalhe me parece autoritário. Por que os moradores deveriam se encaixar na ideia do arquiteto de como eles deveriam viver, né?
Então, essa discussão em termos meio semelhantes, né, ela foi bastante presente assim, nos anos 60 e 70. Aí eu vou trazer 3 exemplos rápidos aqui para entender se é esse tipo de debate que você está propondo com esses autores, enfim, se são com outros autores. Tem o holandês Nicolas Abraken, que ele publicou um livro chamado Supports, An Alternative to Mass Housing, né, que foi um livro publicado em 1961, que ele pensava a arquitetura como uma espécie de estrutura ou suporte a ser preenchido com bastante liberdade pelos moradores, né? E aí me chamou a atenção que no seu projeto residencial para Begley, você menciona algo muito parecido, com palavras muito próximas, né, sobre conceber uma espécie de prateleira para as casas, né? Ou seja, uma infraestrutura onde as pessoas poderiam comprar uma quantidade de, enfim, algo muito parecido com o que você acabou de mencionar, inclusive, né? Essa ideia de dar o espaço para a pessoa se apropriar a seu bem entender. E aí, outro autor que... São só mais 2 autores, né? O outro também, que é um clássico também, que é o Herbert Wasser, né? Que ele escreveu em 1958 o Manifesto do Mofo contra o Racionalismo em Arquitetura, que é um austríaco, né? Ele diz algo como o arquiteto, o pedreiro e o ocupante, que eles não têm relação com a construção, né? Essas 3 figuras. E que só quando o arquiteto, o pedreiro e o ocupante formam uma unidade, isso é quando se trata de uma única pessoa, aí sim a gente pode falar em arquitetura. E é interessante que em entrevista também você fala que o importante é não separar programação, projeto e execução. Então eu comecei a fazer essas pontes, né, por último, tem também um outro projeto, né, de Lucien Kroll, na Bélgica, que é o Centro Social Memé, que ele foi concluído em 1978. E aí, nesse projeto, né, tem uma profunda interação com os estudantes universitários, né? Porque dentro desse edifício tem uma série de... O programa é complexo, mas um dos programas importantes também são a residência estudantil, né? Então, houve uma profunda interação que demanda necessariamente um tempo, né? Todas essas dimensões são muito processuais. E aí houve essa tentativa de pensar soluções mais variadas, uma flexibilidade muito grande, enfim. Então, eu estou trazendo aqui, na verdade, para ver se, dentro do seu discurso, você está dialogando com esses autores, se você está pensando em outros, enfim. Isso me lembrou muito uma discussão muito rica dos anos 60 e 70, né? A sua atuação atual, né? O que você está propondo e problematizando para o século XXI, né? J'ai eu la chance de faire un colloque l'an dernier il y a 2 ans avec Lucien Kroll à Bruxelles. Donc on a eu beaucoup de débats sur ces sujets-là. Oui, vous avez raison, en fait, vous reposez la question du structuralisme en architecture. C'est vrai qu'on peut citer deux références supplémentaires. Peut-être on peut parler de Frei Otto aussi en Allemagne, avec notamment l'Eco-Haus à Berlin, les logements, vous savez, cette structure en béton où les gens ont construit 18 maisons différentes. C'est un projet que j'ai visité qui est vraiment remarquable. Il y a aussi tout le travail théorique de Hermann Herzberger, l'architecte hollandais, qui avait fait un très bon livre qui s'appelle Leçon d'architecture, où il développe, il théorise un petit peu à travers ses projets la question du structuralisme. Le structuralisme, ça rejoint ce propos de dire que la compétence de l'architecture, c'est-à-dire sa capacité, ce qu'elle offre, doit accueillir la performance de l'habitant. Donc ça veut dire l'usage, ça veut dire la vie, donc la liberté. Parlons de musique un petit peu. Dans la musique classique, l'œuvre qui est jouée par les musiciens, elle est écrite préalablement sur une partition. Tout est écrit, y compris les silences, le rythme, la mélodie. Et donc, le musicien ne peut qu'interpréter. Il n'a pas d'espace de création. Ça, c'est la musique classique. Et puis, au XXe siècle, on l'a dit, il y a le jazz, il y a John Cage qui invente des partitions ouvertes, qui en fait reconnaissent que le musicien prend sa part dans la constitution de l'œuvre. C'est-à-dire que la performance du musicien, y compris les bruits qu'il va faire, rentre dans la production de l'œuvre de façon très spontanée, très improvisée. Mais en tout cas, la performance du musicien, maintenant, elle fait partie de l'œuvre. Donc ça veut dire que ce qui arrive en musique, dans un concert, tout n'est pas écrit préalablement. On écrit, comme John Cage le fait, en jazz, on improvise toujours sur le principe d'une grille, d'un standard. On part d'une structure très simple. C'est pour ça que l'approche diagrammatique m'intéresse, parce qu'on crée des diagrammes qui permettent
de structurer les choses très simplement, pour que derrière, justement, on puisse de façon très complexe improviser à l'intérieur de cette structure. Donc ça, c'est un mouvement qui a eu lieu en musique, que vous comprenez, je pense. Et c'est vrai que je n'ai pas totalement la réponse, mais je sais que le structuralisme a questionné ça dans l'architecture. Comment est-ce que, par exemple, la compétence des structures, leur dimension, leur capacité, permettrait, par exemple, d'avoir plus de liberté et plus d'appropriation possible pour les habitants. Je prends un exemple d'un logement. Si on prend la question de la partition classique où tout est écrit. Donc, lorsqu'on habite un appartement standard avec 2 chambres ou 3 chambres, les chambres font, chez nous en France, elles font à peu près 12 mètres carrés et les prises électriques sont implantées sur les murs. Donc, ça veut dire que automatiquement, la position du lit est définie par le plan électrique. Où finalement, le plan qui est délivré par l'architecte en amont conditionne complètement, est une contrainte pour l'aménagement, pour la vie, pour l'appropriation de cet espace. Voilà, dans les appartements qui sont produits en France aujourd'hui par la promotion immobilière, il n'y a qu'une seule façon d'implanter son lit dans l'appartement. Voilà, ça c'est un exemple, mais qui démontre le déterminisme de l'architecture. Et donc ce que je recherche, à travers les expériences que je mets en avant, c'est justement de retrouver une forme indéterminée dans l'architecture. Comment est-ce qu'on pourrait très simplement produire des choses qui ont une forme de générosité et de dimension qui permettrait à ce qu'il y ait une part d'indéterminé dans l'architecture. Donc c'est important aussi qu'une maison ne soit jamais finie. Et donc voilà, c'est un vrai changement de paradigme pour l'architecture parce qu'on ne produit que des objets finis. Et je pense que la vie ne s'accorde pas des choses qui sont finies. C'est comme les relations amoureuses, par exemple. Le début, c'est bien, la fin, c'est jamais bien. Donc, en architecture, il faudrait avoir que des commencements. Citando o seu exemplo, pensando na produção habitacional brasileira, a gente tem como um legado, né? O legado moderno ainda é muito presente, e essa ordenação do espaço dentro do legado moderno, às vezes é de tamanha restrição que incorpora muito pouco a adaptabilidade do usuário e a possibilidade de uma convivência a partir da sua demanda, né? Tem muitas dessas produções norteiam o inverso, né? Que é o espaço tem que condicionar a forma como o indivíduo habita. E isso ainda é em muitas vertentes, né? Adaptações do modernismo brasileiro que ganhou uma consolidação internacional, presente em discussões, em lançamentos, né, em produtos produzidos recentemente na produção contemporânea. Muito curioso como ainda isso está presente para a gente como um legado. Mas eu queria, na verdade, só complementando um pouco a sua fala, você mencionou, trouxe a música como um exemplo, e eu acho que essa dimensão da interdisciplinaridade está presente no seu discurso, não só por fazer analogias com a possibilidade do cinema visualizar a arquitetura e narrar o processo de ocupação do espaço, de vivência, a questão da relação com a música, e trazendo dela um exemplo em termos de estruturalismo, eu queria falar um pouco da dimensão da pesquisa, né? Como que essas referências surgem na sua prática, e aí, porque quando a gente começa a entrar em contato com a sua produção, a gente entende que há uma vertente que é acadêmica e outra que é da prática cotidiana do escritório, mais recentemente essa questão da curadoria. Então, você poderia falar um pouco dessa dimensão da prática, do ensino e da pesquisa, e mais ainda, falar um pouco sobre a questão dos workshops que foram delineados para o pavilhão francês? Dans mon travail, il y a l'enseignement prend une place importante. J'enseigne depuis assez longtemps et j'ai écrit un livre en 2009. Je vais en avoir un ici. J'avais fait ce livre en 2009 qui s'appelle L'enseignement de Soweto. Où en fait, j'avais voulu un petit peu théoriser le fait que très souvent, vous savez, quand on est français et occidental, quand on va en Afrique, en général, on a un très haut niveau de connaissances et donc on va pour comme ça
transférer des connaissances ou une expertise dans un contexte dit en voie de développement. Bon, en fait, il se trouve que moi, j'ai pas du tout eu ce parcours, puisque en fait, c'est au contraire, j'ai énormément appris de ce contexte, puisque c'est comme ça que j'ai engagé ma démarche d'architecte et mes réflexions, et pas mal de mes recherches aussi. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'appelle ça l'enseignement de Soweto, parce que ça a été pour moi vraiment une expérience initiatrice et très enrichissante sur le plan de l'enseignement. Et après, je suis devenu enseignant moi-même, et donc j'avais monté des workshops en Afrique du Sud justement pour continuer à questionner ce rapport interculturel et ce questionnement, cet apprentissage avec un groupe d'étudiants. Et donc, nous avons réalisé des projets sous forme de workshops. Nous avons refait un orphelinat, qui vous avez dû voir dans le catalogue, et puis nous avons refait un ancien cinéma aussi. Voilà, donc ce sont des travaux un peu expérimentaux, et nous engageons aussi des questions un laboratoire de recherche aussi sur ces sujets-là. Nous avons différents travaux de recherche sur des questions de structure, comme à Bègle, vous en avez parlé, sur des structures en béton qui ont des grandes portées, des grandes capacités, et puis aussi sur des questions de recherche sur des choses très informelles et très immatérielles avec lesquelles on travaille, notamment en Afrique du Sud, mais pas que, on l'a fait aussi en France, puisqu'on a invité les Sud-Africains en France pour faire un projet avec nous ici, parce que c'était important pour nous qu'il y ait une forme de réciprocité. C'est-à-dire que, voilà, très souvent, pour nous, c'est facile d'aller faire un projet en Afrique, mais les Africains ne font jamais de projet en France. Donc, j'ai voulu absolument qu'il y ait une forme de réciprocité. Et donc, nous avons fait un projet aussi ici, dans le cadre d'un festival de musique, où on a fait des constructions dans un village avec toute l'équipe de Soweto. La dimension de l'enseignement est importante dans mon travail. Et puisque dans mon travail, il y a des questions aussi de représentation, comment dire, d'émancipation aussi. Et donc finalement, ce qui m'a intéressé, c'était de construire des événements où les étudiants qui ont des savoirs académiques évidents, mais qui sont peut-être un peu trop dans des savoirs académiques, puissent à un moment avoir une rencontre avec le réel, avec tout ce que cela veut dire en termes d'altérité et de modification de soi et de son rapport au monde. Donc les workshops sont pour moi une façon aussi de sortir de l'école et de rencontrer la société avec tous les problèmes et la complexité du monde. Voilà. Sinon, on peut faire des études d'architecture pendant 6 ans, faire des projets néo-modernes et rencontrer au bout de 6 ans un être humain qui va a priori avoir le bénéfice de ce que vous faites. Donc c'est assez fou que sur un cursus, on n'ait pas d'altérité, de rencontre avec la société, avec d'autres disciplines, puisqu'on le sait, dans la création et dans l'architecture, on ne peut pas faire des projets tout seul, on a besoin de compétences extérieures, qu'elles soient techniques, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient artistiques, sociologiques. Et voilà, on a toujours besoin des autres pour construire une démarche, un projet. Et donc c'est quelque chose que peut-être l'université ou l'école il n'y avait pas ce déplacement, et c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur nos workshops comme ça, en prise avec des projets où les étudiants finalement s'engagent eux-mêmes dans un contexte critique et doivent composer avec cette situation, quitte à devoir échouer. Voilà, ça c'est un sujet qui est très important pour moi, c'est-à-dire que dans l'enseignement, je considère que lorsque l'on apprend, on doit rater. On doit rater. Alors après, on rate un peu mieux, et puis ainsi de suite, on rate de mieux en mieux. Mais c'est vrai qu'en architecture, on a l'impression qu'on n'a jamais le droit de rater. Il faut toujours faire une démonstration formelle. Il faut toujours que ce soit une grande réussite. Il faut que ce soit plus grand que les autres, mieux que les autres, etc. Et puis, moi, je me donne à moi-même le droit de parfois rater des choses. Et c'est ça qui permet peut-être qu'un jour, ça marche pour les autres, quoi. La dimension experimental n'est valable que si on rate des choses, sinon ça veut dire qu'on n'a pas essayé. Eu fico muito feliz de ouvir suas palavras, principalmente na direção de quebrar com essa grandiloquência da atuação do arquiteto, né? Do impacto desses projetos e sempre essa busca de uma atuação que se coloca de uma maneira muito preponderante, né? E nos chama muito a atenção não só a perspectiva decolonial que você estabelece em diálogo para trazer muitos desses projetos, mas também a dimensão da escuta e empatia como forma de atrelar uma instância de deliberação muito que para a gente, nessa discussão que tem
a gente tem construído agora com esses escritórios, tem surgido de uma maneira muito de diferentes formas, né? Desde no trabalho coletivo e cooperativo, ou, em outros casos, de uma relação que se dá com atores que estão externos à configuração do escritório, mas parece que é uma vertente que está cada vez mais presente e que pode, em certa medida, nos propiciar uma outra forma de projetar e talvez uma forma de pensar os problemas urbanos e contemporâneos de uma maneira mais eficaz. Eu sei que você falou da dimensão do sucesso, né? Mas, às vezes, a eficácia também está no erro, né? A eficácia também está no fracasso. Errando, a gente vai apontando também para caminhos que podem nos tirar das condições tão perplexas que têm sido essas cotidianas, principalmente desses últimos 2 anos. Só tenho a agradecer, que foi para mim uma conversa muito proveitosa, foi muito bom estar aqui. Je vous remercie pour cet échange, c'était très intéressant.